the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Bon, allez, on continue, on remonte le fleuve, comme dirait l'autre. On en est au 12e épisode. C'est une seule saison, mais il y a 32 épisodes. 12e épisode, 12e film de Hong Sang-soo. Donc, alors, c'est marrant parce que le titre français, qui est très beau d'ailleurs, Matin, calme à Séoul. Et le titre en anglais, c'est soyez indulgents envers ma prononciation, hein, The Day He Arrives. Et je crois que le titre sud-coréen, si on le traduit en français, j'avais vu ça quelque part, c'est Direction Bukchon, je crois. Voilà. Bon, déjà, il y aura une question sur tout ça. Mais aujourd'hui, pour parler de Hong Sang-soo et de ce film qui a été choisi par mon invité, eh bien, Mathieu Macheret, que je vais quand même avoir l'outrecuidance de présenter, un critique de cinéma pour le quotidien Le Monde, auteur de livres aussi, et il était d'ailleurs venu la dernière fois qu'il est venu, c'était pour un ouvrage collectif autour de Raoul Walsh. C'était en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Ouais. Et un truc comme ça. Et puis, il est déjà venu aussi plusieurs fois. Et pour Steinberg, pour un hommage aussi à Godard, je me souviens très bien. Et puis aussi pour le festival de Belfort. Donc, tu vas commencer à être un taulier. Au bout de 6, tu reçois un grand prix, quelque chose comme une casquette. On ouvre le champagne à la prochaine. Oui, j'espère qu'on ouvrira le champagne, effectivement. Bon, en tout cas, Mathieu, tu es là. Merci beaucoup déjà. Comment vas-tu? Oui. Merci Samir, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis très content de venir parler d'un de mes cinéastes préférés, Hong Sang-soo. Puis toujours super content de passer un moment dans Microciné, voilà, que je regarde beaucoup. Et voilà, je suis là. C'est cool. Merci à toi. Bon, d'emblée, non pas les titres de ce film, mais plutôt pourquoi. Parce qu'il faut savoir que je demande à quelqu'un ou à quelqu'une si il ou elle veut bien participer, puis je lui demande de choisir un film. Et tu avais, je crois que tu étais au Festival de Cannes à ce moment-là, et tout de suite, tu m'as dit ce film-là. Ouais. Bah oui, parce que c'est sans doute. C'est déjà mon préféré, je pense. C'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est celui qui m'a le plus bouleversé. Et je pense que c'est un des films de Hong Sang-soo qui est une sorte de miracle permanent à chaque scène. Chaque scène est totalement impressionnante et bouleversante. Il se passe quelque chose lors de l'apparition, du phénomène. Enfin, c'est à chaque fois très étonnant. Puis c'est un film qui marque aussi l'entrée peut-être dans une deuxième phase du cinéma de Hong Sang-soo. Alors c'est toujours un peu flottant chez lui, hein, il y a des allers-retours comme ça, mais c'est un moment 2011, début des années 2010 où le cinéma numérique commence à devenir une question esthétique très importante. Il va prendre vraiment le virage du numérique. Hong Sang-soo, je pense que c'est un des cinéastes qui a le mieux compris ce qui se passait, ce qui se tramait à la fois techniquement, historiquement, esthétiquement avec le numérique. Et ce film-là est pour moi, oui, un petit miracle dans le sens où il arrive à combiner ce qui nous émerveille très souvent chez Hong Sang-soo, c'est-à-dire à la fois un côté très fruste au niveau formel. On a l'impression que le film tient sur 3 fois rien. Il n'y a pas du tout d'enjolivement, d'ornement, etc. C'est très sec. Et en même temps, c'est d'une sophistication formelle, narrative, émotionnelle, incroyable. Et je pense que c'est cette espèce de court-circuit entre l'hyper simple, même le dénuement total, et la richesse formelle qui en découle, thématique, qui me semble, voilà, qui m'étonne toujours à chaque fois. Alors, je vais utiliser, pour pas trop me tromper, le synopsis que l'on retrouve soit chez Allociné ou Wikipédia. Comme ça, ensuite, on va essayer de le déconstruire, ce synopsis. Donc, c'est très, très simple. Tu as bien raison d'insister sur le fait qu'il date de 2011. Et je rajouterai aussi quelque chose, c'est qu'il avait été présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes en 2011. Et donc, le film raconte, le film suit un cinéaste qui s'appelle Yu, exilé en province, qui ne tourne plus de films, qui revient passer quelques jours donc à Séoul.
et il erre dans la ville, il revient régulièrement sur les mêmes lieux, il croise régulièrement les mêmes personnes et quand l'ami qui l'héberge ne répond pas au téléphone, il finit ivre dans un bar avec des étudiants de cinéma et là, j'ai envie de dire et cetera et cetera et cetera parce que c'est faut jamais forcément, se baser sur un synopsis de dans son sous comme qu'il faut jamais faire attention à une bande annonce d'un film tout court en même temps. Donc c'est un peu ça parce que ça offre plusieurs merveilles. Je parlais de ces 3 titres qui sont très beaux d'ailleurs, mais tu as Matin calme à Séoul pour les Français, pour les Anglais, Américains ou anglo-saxons, c'est The Day He Arrives, donc le jour où il arrive. Et puis pour les Sud-Coréens, c'est le titre original, donc c'est direction Bouchon. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 titres? Ben, il y aurait presque une thèse à faire là-dessus, mais alors une thèse socio-culturelle sur la France, l'Angleterre et puis la Corée, parce que c'est quand même, c'est assez dingue. On a l'impression qu'on passe du français au titre international et au titre coréen. C'est de plus en plus épuré. C'est-à-dire le titre français essaye de faire de la poésie, matin Mmh. calme à Séoul. Alors le pays du matin calme, c'est évidemment la Corée, hein, voilà, c'est la périphrase qui sert à désigner la Corée dans le langage courant. Donc, mais bon, voilà, il y a tout de suite une indication climatique, comme ça, c'est un peu flottant et tout. Donc, c'est la tentation poétique française. On passe à l'anglais The Day Arrives, qui est assez fidèle à ce qui se passe dans le film. Un homme débarque à Séoul. On dirait un western, tu sais, un homme arrive comme ça dans le village ou dans Voilà, une ville. le jour où il arrive, et Voilà. c'est le temps d'un retour de quelques jours à Séoul de quelqu'un dont on va apprendre qu'il a été un peu grillé dans le milieu dans lequel il opère et que dépeint souvent Hong Sang-soo, c'est-à-dire le milieu du cinéma, le milieu des artistes. Donc The Day Arrives, le jour où il arrive, très pragmatique, très anglais. Et puis direction Bongcheon, là c'est le titre à la Hong Sang-soo qui est le plus trivial possible. Ah, vraiment, on passe un degré dans la réduction, dans la simplification. C'est voilà, c'est vraiment une direction, c'est presque un panneau indicateur dans la ville, le chemin qu'il faut prendre pour se rendre à un endroit et que le personnage ne suivra pas du tout d'ailleurs. C'est ça qui est assez marrant. Mais voilà, alors les 3 titres, moi, ça me fait rire à ce niveau-là parce que c'est vraiment, si on va du plus poétique, du plus, du plus inutilement compliqué au plus simple. Et Hong Sang-soo, voilà, c'est son cinéma, on le sait, c'est ce qui nous intéresse beaucoup chez lui en ce moment. Et même, alors, c'est bien de se replonger comme ça dans toute sa Mmh. filmographie parce qu'on va avoir une évolution. Mais 2011, Matin calme à Séoul, si on prend la distance jusqu'à aujourd'hui, il a encore beaucoup élagué par rapport au film dont on parle en ce moment. C'est ça qui est intéressant avec ce cinéaste, c'est que, c'est une phrase extrêmement basique ce que je vais dire, mais elle a vraiment son sens avec ce cinéma-là en tout cas, puis avec d'autres cinéastes. Parce que comme c'est quelqu'un qui filme énormément, très vite, celui-ci, on peut trouver les éléments factuels, il l'a fait en une semaine. Voilà, c'est pas un truc qu'on a inventé, c'est un élément factuel. Et donc il filme très vite et il n'a pas le temps, d'en perdre du temps. Et il y a quelque chose de magique chez lui, un truc qui est complètement, indescriptible. Je ne sais pas trop comment ça se passe, comment on aimerait en connaître cette cuisine interne. C'est que chaque film qu'il propose, il y a soit et après on va rentrer à l'intériorité de ce film-là. Mais chaque film qu'il propose, c'est soit un aperçu, un état des lieux de son rapport avec la technicité du cinéma mais aussi que chaque film, finalement, serait aussi, une espèce de réponse au film précédent. Il y a quelque chose de ce par exemple, pour la fin de Matin calme à Séoul, donc la fin j'avais l'impression que le personnage retrouvait certains personnages qui étaient, qui faisaient partie de d'autres films. C'est une sensation très, très bizarre. Avant qu'on rentre à l'intérieur de ce film, qu'est-ce que tu penses de ça, de ces 2 points-là? Ben oui, on pourrait presque, si on voulait faire une petite blague, dire qu'avec Hong Sang-soo, on est dans le Hong Sang-soo-verse en quelque sorte, hein. Tous les films communiquent, dialoguent, c'est à la fois une forme qui évolue. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve assez marrant dans la cinéphilie, c'est que très souvent, quand on parle d'Hong Sang-soo, il y a toujours quelqu'un qui dit: «Ah non, moi, j'ai arrêté depuis ce film-là. Non, moi, c'est depuis ce film-là, ça me plaît plus, j'arrête, c'est trop, il va vers trop d'épure» ou Comment on arrête de
comme on arrête de boire aussi, tu Ouais. sais. Moi, j'ai arrêté de boire et ça a un J'ai arrêté rapport de en boire. plus. Mais alors, j'ai repris avec Hong Sang-soo, les derniers, ça me. Et puis, il y a toujours. Celui-là, oui, celui-là est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis, celui d'après, non, vraiment, c'est trop léger, quoi. Et il est vraiment feignant. Enfin, voilà, chacun a ses petits niveaux, comme ça, de classement des films de Hong Sang-soo. Et puis, je pense qu'il y a les grands adorateurs du cinéaste qui les prennent tous et qui disent, ben, peu importe, on va pas faire des comptes d'apothicaire. Hong Sang-soo, il tourne tellement, à une telle vitesse, il collectionne tellement les films, et ces films font collection d'ailleurs, à tel point que, et ce qui est important, c'est comment on passe d'un film à l'autre finalement. C'est l'espèce de dynamique qui nous emmène comme ça d'un film à l'autre. Mais l'esprit de collection, je pense que c'est important chez lui aussi, dans le sens où je dirais même qu'il y a quelque chose de saisonnier chez Hong Sang-soo. Hein. Et c'est quelqu'un qui tourne vite, une semaine pour Matin Calme à Séoul, et puis il y a des années où il place un film dans chacun des grands festivals internationaux. Ouais. Il y en a un à Cannes, il y en a un à Berlin, il y en a un à Locarno. Enfin, il prend tout le monde de vitesse. Alors là, ça s'est un petit peu ralenti, on a l'impression, ces derniers temps, mais il y a eu des années à 2, 3 films. Enfin, c'est quand même considérable. Et puis, je dirais, il y a des classements un peu transversaux qui s'établissent dans son œuvre. Je dirais, il y a les films saisonniers. Alors, contes d'hiver et contes d'été. Films en noir et blanc et films en couleur. Hein. C'est des séries qui sont parallèles, mais voilà, il y a des points de contact, évidemment. Autour des hommes, autour des femmes. Hein. On a vu qu'il y a eu un basculement dans le cinéma de Hong Sang-soo, qui avant, au début, s'intéressait beaucoup à la veulerie, à la lâcheté masculine, à l'indécision masculine. Là, je pense qu'on va en parler pas mal. Et puis, dernièrement, ça a glissé vers cette espèce de sphère du féminin, une sphère un peu convalescente, un peu cotonneuse comme ça, qui est plus attachée à ces personnages féminins. Et voilà, il y a des lignes de tension, mais il y a surtout des films qui font collection. Et je pense que ça, c'est un des grands motifs d'attachement au cinéma de Hong Sang-soo. On pourrait même dire, et c'est un jeu encore une fois qui se décline à l'infini, mais chez lui, variation, déclinaison comme ça marche très bien. Il y a les films plutôt humoristiques, comiques, et puis il y en a d'autres qui seraient plutôt dans une forme de désespoir. Mais voilà, c'est évidemment trop schématique. Il y a un petit peu de tout ça dans chaque film en vérité. Mais voilà, on est tout de suite, en tout cas, tenté d'établir des séries, des petites collections, des petits groupes de films dès qu'on a affaire à Hong Sang-soo. Alors, quand on connaît un peu le cinéma d'Hong Sang-soo, heu, on se dit c'est un peu comme David Nietzsche. Quand quelqu'un découvre le cinéma, quand quelqu'un connaît le cinéma de David Nietzsche et qu'il découvre pour la première fois Mulholland Drive, il se dit: «Tu vas pas m'avoir» et il reste très concentré. Il est là et puis d'un seul coup, ça part Ouais. en live, c'est fini, la boîte de Pandore a été ouverte. Chez Hong Sang-soo, c'est pire. C'est que je me dis: tu vois, je me ferai pas avoir Mhm. et puis en fait, il y a eu un changement temporel, je m'en suis même pas rendu compte. Ouais. Et pour être factuel, le personnage arrive à Séoul, il appelle quelqu'un, bon, cette personne ne répond pas. Ensuite, il va voir cette femme, on sent qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Il y a une scène hystérique qui est assez incroyable avec lui comme dans pratiquement tous les films où le personnage masculin, à un moment, pleure, il se met minable, il s'excuse d'être minable ou d'être indécis ou je ne sais quoi, d'être égoïste, par exemple. Dans Night and Day, il s'excuse d'être égoïste. Mais ça, c'est plutôt toujours vers le milieu ou un peu vers la fin. Et puis ensuite, il les quitte. Ou je crois que c'était avant, il avait rencontré les étudiants en cinéma. Bref. Et puis d'un seul coup, on passe au deuxième jour, enfin on croit que c'est le deuxième jour, je sais pas, j'en sais rien. Il revoit son ami et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse et donc on s'est fait avoir. Mais on sent même pas quand il y a des changements temporels et là pour le coup, déjà ça, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait ça? Et puis surtout pour ce film-là, est-ce que dans ce film-là en l'occurrence, est-ce que c'est surtout un travail sur le rythme pour Hong Sang-soo ou tout simplement juste, comme tu l'as très bien dit, les variations? L'histoire de variation.
Oui, ben, il y a un peu de tout ça. Alors, sur la question du temps, c'est quelque chose de très important chez lui. C'est-à-dire que quand on l'a découvert un petit peu au début des années 2000, il y avait Mmh. beaucoup de comparaisons qui le ramenaient à Rohmer et en un certain sens, on peut tout à fait, valider, il y a plein de points communs et je pense doit il doit bien aimer, il faudrait se reporter à des interviews. Mais plus on avançait dans l'œuvre d'Aung San Suu, plus on se rendait compte qu'il était proche de René finalement, c'est-à-dire quelqu'un qui bricole le temps, qui se promène dans les couloirs du temps, qui crée voilà, des espèces de bifurcations temporelles, des séries, des variations, comme on l'a dit, et parfois même à l'intérieur du même film, qui brasse les virtualités, dans le sens où Aung San Suu, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, au milieu d'un film, à recommencer le récit, hein, à reprendre, c'est-à-dire on efface et on recommence. Ça, c'était plutôt In Another Country, par exemple. Il y a plusieurs versions d'une même histoire. Et puis, voilà, il y a plein de modalités comme ça pour passer d'un temps à un autre, d'un espace à l'autre, ce qui fait que c'est toujours un des trucs très intéressants chez lui. Mais il le fait, encore une fois, avec des moyens qui ne sont pas du tout ceux de David Lynch, où Oui, David oui, Lynch est bien quand sûr. même Mmh. quelqu'un voilà, Je le qui comparais pas à Lynch, hein, tu sais, oui, hein, oui, bien sûr. Ouais, ouais. c'était une sensation que j'ai, voilà. Ouais, mais c'est pour dire, bah, c'est hyper intéressant la comparaison avec Lynch justement parce que je trouve que Lynch, il va employer des moyens extrêmement sophistiqués, des bandes son, des effets de lumière, etc. Beaucoup d'artifices de cinéma excellemment bien construits, des architectures comme ça de fiction totalement folles pour nous emmener dans cette sensation d'un temps qui bégaye ou qui recommence ou qui est détraqué de l'intérieur. Alors que Hong Sang-soo, ce qui est fou avec lui, c'est que sa rhétorique, elle n'a cessé de se simplifier depuis le début pour en arriver à un truc très simple qui est prise unique, enfin prise en continu, sans coupe, Mmh. et coupe franche à un moment qui nous fait passer à un autre bloc de temps. C'est-à-dire c'est presque rien en quelque sorte. Et il va jouer justement de cette réduction formelle pour dire, mais à vous, spectateurs, peut-être de reconstituer la trame temporelle. Et moi, je vais disposer dans l'agencement de mes séquences des rimes, des répétitions, des différences, des variations, etc., qui vont vous faire vous poser la question quand est-ce qu'on est, qu'est-ce que ça signifie une coupe, hein, quand on coupe, ça ne veut pas dire forcément que ce qui suit sera après. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec les automatismes de la fiction majoritaire, etc. Mais Aung San Suu joue toujours de cette ambiguïté. Une coupe, on ne sait jamais combien de temps se passe dans une coupe, si on avance ou si on recule, etc. Et c'est vraiment toutes ces questions-là qui ressortent de l'extrême simplification de son cinéma. Donc ça, déjà, c'est une chose. Et alors, pour enclencher sur le film qui nous intéresse, Matakalma Séoul, The Day Arrives, on a brassé les titres. Là, c'est un film alors qui, en effet, en apparence, semble assez chronologique, et il l'est pour l'essentiel, mais qui va jouer sur un motif très intéressant qui est, comme tu l'as très bien souligné, Samir, d'ailleurs, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. c'est un court séjour très circonscrit à Séoul, mais il y a à l'intérieur de ce séjour d'un homme un peu errant, pas très déterminé, des choses qui vont se répéter à l'identique ou basculer un petit peu, etc. Encore une fois, rimer d'un jour à l'autre, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être quelque chose dont on peut partir, en tout cas, cette idée de répétition, parce que ça va être une façon de sonder, de questionner ce qu'il y a à l'intérieur de ce personnage. Donc, on l'a dit, un réalisateur un peu sur la touche, qui a vécu à Séoul auparavant et qui a déménagé. On ne sait pas pourquoi. Et on pourrait en parler parce que ça résonne toujours avec la vie de Hong Sang-soo, hein, mais on y reviendra peut-être après. Mmh. Euh, mais qui a déménagé, qui a l'impression qu'il est plus dans le jeu, quoi, en quelque sorte, hein, qu'il est voilà, comme il a tourné 4 films qui n'ont pas eu de succès auparavant, et là il tourne plus, il enseigne, etc. Et donc ce temps d'un retour à Séoul est aussi une façon de se confronter un petit peu
aux personnes qu'il a connues, à ses anciens amis, à ses anciens contacts, collègues, etc. Et aussi, on va le voir, de renouer avec peut-être d'anciennes histoires d'amour. Voilà, donc tout ça se mobilise, mais la répétition dans le film va essayer de nous amener à comprendre ce qui nous semble très flou dans ce personnage dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'en plus de la répétition, là, j'amène le deuxième gros motif du film pour moi, c'est la contradiction. C'est un personnage qui, d'une scène à l'autre, n'arrête pas de se contredire. Exemple, dès le début, alors tu as cité la scène où il s'effondre. Souvent, le personnage hongien, disons, quand c'est un homme, il a des chances pour qu'il s'effondre littéralement. Hein, ça, l'homme ne tient pas debout chez Hong Sang-soo. On a toujours des espèces de gouffres émotionnels comme ça qui fait que on s'effondre. Alors scène d'amour, voilà, où tout à coup on sent qu'il y a eu une histoire avec cette femme, il y a du passé, il y a du passif, il y a des choses qui ont été terribles entre eux, la passion renaît, brûle, et bam, coupe le lendemain, ou quelques heures après, hein, il y a toujours cette ambiguïté de la coupe chez Hong Sang-soo, ils se quittent comme s'ils devaient jamais se revoir. Alors, quelques minutes avant, ce réalisateur sur la touche était absolument passionné. Et puis après, il dit à sa petite amie, enfin son ex-petite amie avec laquelle il a renoué, bon ben on se reverra plus, etc. Il y a une espèce de shift, enfin de bascule dans son attitude qui fait que on a l'impression qu'il souffle le chaud et le froid. Autre exemple, dans une autre scène, celle où il rencontre, que tu as cité aussi, où il rencontre des étudiants dans un bar, il boit un coup avec eux, il sympathise, etc. Bon, certains connaissent ses films, d'autres les connaissent pas, et puis il leur dit bah, venez avec moi, je vous emmène, je vous embarque, je vais vous montrer un truc en ville, vous allez être surpris. Bam, scène d'après, revirement, il s'énerve en pleine rue parce qu'il voit qu'au moment où il fume une cigarette, les 3 étudiants limites font la même chose que lui. Encore un truc de répétition, de duplication en quelque sorte. Et là, la répétition entraîne le revirement ou la contradiction, et le personnage, d'un moment à l'autre, les plante comme ça sur place, il s'énerve, il s'en va et il les lâche. Il y a comme ça, voilà, dans son attitude, des revirements très, très secrets, très étonnants, qui ont à voir avec aussi le retour des mêmes situations, hein, en quelque sorte. Comme beaucoup de personnages de Hong Sang-soo, c'est un homme indéterminé, indécis, velléitaire, qui n'a pas beaucoup d'affirmations et qui ne sait pas ce qu'il veut, en quelque sorte. Hein. Et ça, Hong Sang-soo en fait beaucoup la matière du film. Est-ce que ces différentes situations, est-ce qu'elles permettent à Hong Sang-soo finalement de montrer le champ contre champ de ce personnage à l'intérieur d'un même film, voire même d'une même séquence même, parce que séquence, c'est plusieurs plans. Donc, est-ce qu'il y a de cela aussi chez lui? Oui, je crois, et il y a le fait que on montre plusieurs facettes d'un personnage dans un même plan ou dans un même film. Il y a aussi l'idée euh, que l'humain n'est pas cohérent, qu'il y a comme ça des choses qui nous travaillent et qui font que d'une scène à l'autre, on ne se ressemble pas, d'un moment à l'autre de la journée, on ne se ressemble pas. Il y a notamment une scène très belle où il embrasse une femme dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'elle lui rappelle justement, elle a le visage de son ancienne petite amie, elle est jouée par la même actrice d'ailleurs, c'est une tenancière de bar, on pourra en reparler, mais il y a un baiser qui a lieu un premier soir dans la rue, et le lendemain, c'est comme si cette femme ne s'en rappelait plus, hein, Oui. comme si la coupe avait quelque part effacé la mémoire du personnage, hein, ou le fait de passer d'une séquence à l'autre comme ça rebattait toujours les cartes. Et à travers ça, Hong Sang-soo montre l'inconstance, voilà, l'inconstance de l'être humain, le fait que
euh, en se centrant sur un personnage et en nous donnant aussi accès à la voix off. La voix off, elle est très importante dans le film. Elle intervient à des moments stratégiques. Elle est partagée même par plusieurs personnages, la voix off, hein. Il y a des voix masculines, des voix féminines. Elle est parfois difficile à attribuer à un personnage ou à un autre. Et ça nous dit à quel point un personnage qui croit percevoir telle ou telle chose chez l'autre, eh bien, n'est pas perçu de la même manière. C'est aussi des questions de point de vue qui sont intéressantes chez Hong Sang-soo. Donc, il y a plein de divisions, hein. Tous les personnages sont divisés intérieurement, sujets à des contradictions, sujets à des revirements subis. Il y a des, des très beaux passages à la fois drôles Oui. et tragiques, comme souvent chez lui, où les hommes draguent les femmes, séduisent les femmes en prétendant les comprendre, parce qu'ils combinent deux contraires. Ils disent, à l'extérieur, tu es rayonnante et drôle, et puis à l'intérieur, il semble que tu es quelqu'un de très inquiète, etc. Voilà, et c'est une espèce de technique de drague qui dit beaucoup de la psychologie même des personnages de Hong Sang-soo et des hommes qui émettent Et, cette technique de drague, qui et, sont... et si je peux me permettre, excuse-moi de t'interrompre, c'est que en fait, cette drague-là vient d'un acteur dont on apprend dans la séquence d'avant qu'il n'est pas content parce qu'il n'a pas travaillé pendant un an, parce que le personnage principal ne l'a pas Eh rappelé. oui, eh oui. Mais ce film-là, comme beaucoup de films dans Song-Soo, j'ai l'impression que c'est un film qui a, comme les chats, qui a 9 vies. Ouais. Il y a une séquence qui est assez étrange, rarement vue dans le cinéma dans Song-Soo, en tout cas dans ses précédents films, si on respecte la chronologie. Il y a un moment, c'est la première soirée où lui et son ami et une connaissance, une amie de son ami, sont en train de dîner, ils boivent de l'alcool, tout ça, et puis ils rencontrent cette fille, la femme en blanc, et puis ensuite ils sortent du bar, et puis l'ami leur dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a une histoire entre vous. Vous Ouais, ne seriez ouais, pas amants? ouais, ouais. Autant que je m'en souvienne, je n'ai jamais vu quelque chose de l'ordre de l'homosexualité dans les films, dans un film de Song-Soo. C'est Et vrai. c'est une séquence qui est très belle en même temps. Elle est Ouais. très très belle. Cette Oui, elle est... amitié-là est Ouais, 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 c'est vrai. C'est un moment tout à fait frappant, mais comme il y en a plein dans le film, et on parlait de personnages divisés, de contradictions, d'une scène à l'autre, on passe d'une humeur à l'humeur opposée, etc. Il y a même des oublis, des amnésies chez les personnages, comme on en a parlé. Et je pense que ça résonne avec quelque chose de très esthétique dans le film. Ce pourquoi aussi je trouve ce film-là très beau, c'est le noir et blanc. C'est-à-dire, pour utiliser un mot qui va un peu synthétiser tout ce qu'on a dit jusque-là, ce serait le contraste. La mmh. façon dont Hong Sang-soo joue avec les contrastes dans ce film me paraît dingue, à la fois de beauté, parce qu'avec, je pense, une petite caméra numérique qui ne doit pas être bien sophistiquée, il arrive à faire des images très belles, je trouve. Et puis, en plus, ça condense un petit peu tout le propos du film. C'est-à-dire, voilà, l'existence, elle est désespérante parce qu'il n'y a que des contrastes, que des lignes brisées, du passage de la clarté à de l'obscurité, en gros. Et ça, c'est incroyable. Et puis, ça m'amène à un élément important du film pour moi, qui est la neige. Voilà, donc on a dit, il y a les films d'hiver, il y a les contes d'hiver chez Hong Sang-soo. Euh, sont souvent des films assez mélancoliques, alors celui-ci oscille entre la drôlerie et la mélancolie, mais il y a quand même un événement qui se reproduit plusieurs fois à l'intérieur du film, c'est quand la neige se met à tomber, c'est quand il y a des tapis de neige dans les rues de Séoul. D'ailleurs, les personnages ne cessent de se plaindre du froid qu'il fait, hein. On sent bien qu'on est en hiver, ils ont toujours froid. Le héros, alors ça c'est la trivialité géniale de Hong Sang-soo, ce héros qui se balade toujours avec son éternel parka et son sac à dos, alors vraiment dans le non-style absolu. C'est incroyable à Mais quel tu vois, point il est... mais ça rejoint plus tard, dans Night and Day, ce héros qui, dans Paris, a toujours son sac plastique Ouais. où il y a Ah toute oui. sa vie.
toute sa Oui, vie oui. dans ce sac plastique. Mais c'est vraiment des héros qui payent pas de mine, quoi. Hein. Non, c'est même pas des anti-héros, tu vois? Je sais pas ce que c'est, mais ils C'est sont même pas drôles. ça, mais ça dit toute la trivialité du personnage, et en même temps, c'est beau qu'avec un personnage aussi trivial, on puisse toucher à des gouffres émotionnels, aussi forts mais voilà, la neige, c'est un élément plastique dans le film. C'est des plages de blanc, tout à coup, Mmh. hein, c'est des plages de blanc, quasiment des plages d'amnésie qui vont effacer la ville telle qu'on la connaît auparavant. Il y a aussi les flocons qui se mettent à tomber et qui, tout à coup, animent l'image, d'une manière très belle. Il y a le pur événement dans le plan, c'est-à-dire que quand Hong Sang-soo tourne une scène, bah, c'est pas lui qui dit on va faire tomber la neige, hein. C'est vraiment l'événement climatique qui survient au cœur du plan, qui est purement rossellinien, on pourrait dire, ou basilien, je sais pas, mais en tout cas voilà, qui est le miracle du cinéma pour moi, je trouve. Et puis, bah voilà, ce noir et blanc, il y a la scène où il rencontre les étudiants, c'est incroyable en noir et blanc, ce bar avec les murs pleins de graffitis, ça Ouais. donne un truc d'écriture sur l'image complètement fou. C'est absolument magnifique, je trouve. Et puis, ça m'amène au plan que je préfère dans le film. Et je pense même que c'était le plan de l'affiche, si je me rappelle bien. Bon, bah ça, c'est un peu la mémoire, c'est soumis à caution. Mais ce plan où des événements récurrents, on en a un petit peu parlé, c'est quand les personnages se retrouvent à un café très important dans le cinéma de Hong Sang-soo, qui est le café roman, qui réapparaît dans plusieurs films. On le voit dans Grâce, on le voit dans plein d'autres. Là, visiblement, c'était un café assez important pour le cinéaste, café roman. Hein, c'est un lieu, voilà, encore un de ces lieux de plaque tournante du cinéma de Hong Sang-soo. Euh, et puis, ils en sortent ivres systématiquement. Et il y a ce plan magnifique qui n'a aucune utilité narrative. Enfin, si, il en a une petite quand même, mais qui est du pur temps, en quelque sorte, où ils ressortent au petit matin et ils attendent tous des taxis sur le Ah trottoir. oui. Ah oui, oui, Et oui. c'est une idée. Alors voilà, pour moi, ça, c'est de la pure magie. Il neige, c'est le petit matin blême de gueule de bois absolue. Et puis, il y a ces 4 personnages qui se tiennent comme ça, attendant quelque chose qui arrive ou qui n'arrive pas. Petit groupe à la fois soudé et incohérent qui va se diviser petit à petit et qui voilà, prépare évidemment le moment où Yu va pouvoir rentrer avec la patronne du bar, mais un pur moment suspendu comme ça, alors qui réunit tous les éléments, la neige, le désespoir, donc plutôt le côté noir et sombre, le blanc, le noir, la mobilité des personnages, et pour moi, c'est vraiment, voilà, là, on est dans le miracle Hong Sang-soo, et il y en a d'autres dans le film, hein. Je veux dire, il y en a Ouais. quasiment un à chaque scène pour moi, un truc d'apparition comme ça, qui pour moi fait vraiment l'essence de son cinéma. Tu parlais au début de l'émission, et je pense que c'est important de prendre le temps aussi de questionner cela, c'est que, on a souvent dit et pas et à juste titre que bon, bah, les films ressemblent souvent aussi, au enfin, à Eh des oui, expériences oui, autobiographiques du cinéaste en lui-même. Et d'ailleurs, on sait maintenant que depuis l'apparition de Kim Min-hee dans eh son oui, cinéma, il s'est passé aussi quelque chose dans tu l'as très ouais. bien dit, dans sa façon de questionner, de travailler, le corps féminin, tout ça et cetera. Mmh. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on pourrait dire selon toi? Eh ben, je crois qu'on est à un moment, faudrait vérifier parce que bon, Mmh. toutes les dates sont à recroiser, mais ce qui est extrêmement troublant dans ce film, c'est qu'il raconte, l'histoire d'un cinéaste qui a dû partir, qui a dû quitter la ville à cause, on le comprend, d'un désastre amoureux. Voilà, typiquement la relation qu'il renoue avec, cette étudiante. C'était une de ses étudiantes, on l'apprend, au début du film. Heu, voilà, donc ça a créé un scandale, c'est ce qu'on comprend et l'homme a dû partir et il a perdu quelque chose de sa carrière, de ce qu'il était auparavant, de ce cinéaste prometteur qu'il a été et ça fait penser inévitablement à un événement qui a eu lieu dans la carrière de Hong Sang-soo, c'est sa rencontre avec Kim Min-hee qui doit pouvoir se dater à peu près des mêmes dates parce que je ne sais pas exactement dans quel film Kim Min-hee apparaît dans le cinéma de Hong Sang-soo, faudrait vérifier, mais Mmh. ça doit être pas plus tard que ça. Et il y a eu c'est une relation adultère puisque Hong Sang-soo était marié à cette époque. Ça a créé un véritable scandale en Corée.
National, hein, vraiment, hein, National, ouais, tout à faut fait. le dire pour celles et ceux qui ne savent pas. C'était un scandale national, hein, c'est L'adultère là-bas est un tabou, surtout qui est passible de peine de prison. On peut faire enfermer son partenaire adultère hein, si, s'il n'a pas de chance au tribunal. Ça peut aller très loin. Enfin, ça a été un véritable scandale. Dans la vie d'un cinéaste qui était un petit cinéaste totalement indépendant, voilà, qui tournait un petit peu dans les circuits du cinéma d'auteur. On rappelle quand même que peu de temps après ses débuts, Hong Sang-soo a été coproduit par MK2, par exemple, et mmh. distribué par MK2. Il y a eu un moment où il a été quand même dans le circuit du cinéma d'auteur international avec une certaine force de frappe. Et puis, il y a eu des grosses ruptures, on devine dans sa vie des moments comme ça de secousse. Et on se demande si, voilà, ces histoires, il y en a plusieurs dans son cinéma de cinéastes un peu exilés, qui n'arrivent plus à tourner, qui a démissionné pour l'enseignement, ou qui ne sait pas trop s'il va retourner un jour, qui est passé à autre chose, etc. Ce motif-là, je pense que c'est quelque chose qui l'a hanté à cette époque et qui le hante toujours sous différentes formes. C'est-à-dire la possibilité qu'on puisse disparaître. Voilà, alors c'est devenu ces derniers temps la hantise de la maladie et de la mort. On l'a vu dans Hotel by the River, on l'a vu dans plein de films, même In Water, le tout dernier qui vient de sortir, qui est absolument magnifique. C'est la crainte de devenir aveugle, quoi, où il manie le flou comme ça à même l'image. C'est totalement stupéfiant. Mais il y a toujours chez Hong Sang-soo, et je crois que quand on revoit Matin calme à Séoul, ça c'est plutôt la disparition en tant qu'artiste, le fait de ne plus être dans un milieu, de ne plus appartenir à un milieu, de renouer difficilement avec lui, le regard que ceux qui ont été nos collègues portent sur nous. Il y a un moment très intéressant, plutôt vers la fin du film, où il croise visiblement deux collègues comme ça sur le trottoir, deux Oui, anciens oui. collègues qui lui parlent très mal, qui le regardent avec mépris. Et il y a un petit morceau de voix off, encore une fois, très concret, comme chez Hong Sang-soo, c'est la voix off de You intérieurement qui dit « Je crois qu'il n'avait jamais osé me regarder comme ça ». Je cite un peu de mémoire, mais qui dit bien voilà, la crainte d'être déclassé, d'être exclu voilà, d'un milieu professionnel, et puis de ne plus est-ce qu'on vaut quelque chose en tant qu'artiste ou pas. Je pense que c'est des choses qui l'ont vraiment tiraillé depuis longtemps. Ça a pris différentes formes chez lui, on l'a dit un petit peu, mais voilà, ce souci et c'est ce qui joue aussi dans les variations à l'intérieur de ses films, dans ce qu'on appelle les ellipses, les coupes, etc. Est-ce qu'un personnage qui revient est toujours le même? Est-ce qu'il n'y a pas la menace que le fait de raconter quelque chose, que le fait de passer d'un jour à un autre, est-ce que ça ne fait pas disparaître un peu quelque chose du personnage? Et c'est pour ça que j'ai l'impression quand même, chez Hong Sang-soo, le procédé de la fiction, le processus de la fiction est très lié à l'angoisse de la mort. Il y a quelque chose dans le fait de raconter qui est une sorte de perte irrémédiable d'une scène à une autre. Hein, quand un personnage revient, est-on bien sûr qu'il est toujours le même? Est-on bien sûr qu'on est toujours identique à soi? euh, voilà, alors bon, j'avance un petit peu à tâtons, mais ça pose pour moi voilà, des thématiques importantes, des idées importantes dans le cinéma de Hong Sang-soo. Est-ce que cette angoisse de la mort, finalement, se traduit, aussi par ce dernier plan, du film qui est assez beau là aussi où dans la rue, il croise, une femme qui le reconnaît, qui aime ses films et qui lui Ouais, demande de le prendre en photo. ouais. Il est adossé contre le mur, il est statique, il est immobile et elle le prend en photo, elle prend plusieurs clichés, et à ce moment-là, Hong Sang-soo zoom sur son visage et on s'aperçoit qu'il a les larmes aux yeux et hem et là, il peut pas être indécis, il peut pas jouer, il est réel, il est véritablement et j'ai l'impression qu'il est angoissé par ça. Ouais. Comme Ouais, si ouais, elle le voilà, comme si elle le prend, comme si elle le capte, cette photographie capte cette vérité. ouais, elle le met à jour, elle le met à nu presque, comme le premier film de Hong Sang-soo s'appelait, enfin c'est pas le premier, c'est le troisième, je crois, La Vierge mise à nu par ses prétendants, Par mais ses prétendants, et ouais. il y a toujours voilà, une mise à nu qui quelque part se produit au cours du film. Et là, c'est le fait d'être pris en photo. Alors encore une fois,
la preuve par l'image, le côté un peu basinien du cinéma de Hong Sang-soo, là, qui est un peu mis en boîte, et c'est magnifique de terminer sur ces larmes. Mais il y a plein de choses qui sont très ambivalentes dans ce film. En l'occurrence, on va le prendre comme exemple puisqu'on l'a sous la main, et qui sont pour moi à la fois des je dirais des pulsions de vie et de mort mélangées, ou alors euh, des surgissements de vie qui ont beaucoup de choses à voir avec l'angoisse de la mort. Il y a un moment que je trouve, parmi ces petits miracles à la Hong Sang-soo, il y en a un qui peut passer inaperçu quand on regarde le film, et moi que je trouve très beau. C'est lors d'une des soirées passées dans ce café roman. Il y en aura 3 ou 4, je ne sais plus exactement, je pense qu'il y en a 3, qui se reproduisent toujours avec la même série de plans. L'arrivée dans le bar avec l'un des camarades qui regarde derrière, la discussion à table, puis la tenancière qui arrive en retard tous les soirs. Elle n'est jamais dans son bar, en fait. Le bar est ouvert et la tenancière n'est jamais là. Elle arrive toujours en retard et elle s'excuse en proposant à manger. Enfin, voilà, pour aller vite, il y a des récurrences. Et puis, il y a un moment avec une discussion avec cette belle femme qui est l'amie du camarade Boram. critique de cinéma, voilà, Boram. C'est une amie d'un critique avec lequel il passe ses soirées de beuverie. Et elle se met à parler d'un chien qu'elle a perdu. Et bon, ça semble absolument anodin, une espèce d'anecdote. Elle a perdu son chien, elle est triste, mais Hong Sang-soo, à ce moment-là, au sein d'une prise assez longue, comme il en a le secret, souvent sa pensée du cinéma est assez unitaire. On essaye de concentrer dans le plan un maximum de la scène, quoi. Une scène, c'est pas systématiquement fait en un plan, mais en tout cas, on essaye de l'y caser. Et Hong Sang-soo fait un zoom assez brutal au sein de la prise sur le visage de Boram qui raconte son chien perdu. Et elle pense à lui et elle pense à ce chien qui doit se sentir seul, qui doit se sentir démuni, etc. Et elle se met à pleurer. Alors, ça peut paraître ridicule, c'est une histoire vraiment qui n'a pas beaucoup d'intérêt, on va dire, en dehors du film, mais le fait est que il y a à ce moment-là une confusion totale entre l'actrice qui joue magnifiquement et les comédiens de Hong Sang-soo sont absolument exceptionnels. On ne sait pas vraiment comment ils arrivent à atteindre cet état d'abandon total à la scène où tout à coup les coups de sang, les coups de pleurs, les coups de folie peuvent intervenir d'un moment à l'autre. Et elle, à ces pleurs, on se demande si c'est de la fiction ou si c'est du réel à ce moment-là. C'est-à-dire, on ne sait pas tellement, complètement démuni. Il y a quelque chose du film, voilà, où la fiction perd complètement cette distance qu'elle a d'habitude et on est projeté là-dessus. Et moi, je trouve ça totalement bouleversant. Pour une histoire, bon, bien sûr, un petit chien perdu, je sais pas, hein, ça peut être, ça peut faire du mal dans la vie réelle, on est bien d'accord, j'ai aucun mépris pour ça, mais on peut dire c'est pas un truc hyper trépidant dans le film, et pourtant la scène est totalement bouleversante. Et il y en aura plusieurs des comme ça. Alors je veux pas faire un catalogue, mais miracle Hong Sang-sien, une scène qui bascule, un pivot comme ça, un point d'accroche très fort où Hong Sang-soo par la prise, en risquant le côté brut parfois des prises, hein, parce qu'on a beaucoup commenté à l'époque, quand il est passé d'un style cinéma d'auteur très assez maîtrisé, assez épuré aussi, mais plutôt production MK2, à ces films de plus en plus numériques avec cette texture numérique. Il y a eu un moment où toute la critique s'est un peu était surprise par ces effets de zoom à l'intérieur du plan. Hein. Je me rappelle de ce moment-là où on retrouvait dans tous les articles les zooms brutaux de Hong Sang-soo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais c'est vraiment, je pense, chez lui, il faut pas chercher midi à 14h. C'est une façon de changer de cadre sans couper. Hein, et plutôt que de nous faire un zoom velouté, un peu dandy, etc., non, bam, il le fait le plus vite possible, le plus direct. On passe directement de la scène générale à un visage. Il y a cette rudesse, cette âpreté qu'il assume
parfois même jusque dans la photographie de ses films. Mais faut pas oublier que Hong Sang-soo, il se réfère beaucoup à la peinture. C'est quelqu'un qui connaît, très bien, l'histoire de la peinture et qui est un amoureux de Cézanne, plus particulièrement. Et Mhm. je pense qu'il faut toujours voir ces films avec, l'idée qu'il y a quelque chose de pictural, hein, pictural au sens où Cézanne se rapproche du motif, essaye de cerner des motifs parfois très simples, parfois des natures mortes, et cetera, en essayant de trouver les formes qui se jouent à l'intérieur de ça. Et, pour moi, avec ces zooms, c'est comme des coups de pinceau, voilà, pour le dire Ouais, c'est comme ça. un Ouais. petit peu. Voilà, c'est un jet comme ça, un geste de cinéma qui est fait presque directement sur la toile, quoi. Voilà, donc on peut voir ça comme ça. Comme le titre sud-coréen, direction vers tel Oui, endroit. et comme aussi, les petites ritournelles que moi je trouve très émouvantes qu'il écrit lui-même pour ses films parce qu'il s'est mis aussi à jouer de la guitare. Hong Sang-soo, puis il a composé, pas mal de musique de ses films, qui sont souvent des 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 petites musiques très simples à base de 2-3 accords, rien du tout quoi, un motif, 3 accords. Et bah, là, celle qu'il y a dans Matin calme à Séoul, moi je crois qu'elle résonne 2-3 fois, au début, un peu au milieu et un peu à la fin. Je suis pas très précis, mais bon, on pourra toujours voir le film pour vérifier. Mais à chaque fois, elle arrive dans des moments imprévisibles et moi, elle me cueille et je trouve ça, c'est rien, c'est 3 petites notes comme ça, mais à chaque fois, c'est vraiment très émouvant. Matin calme à Séoul, c'est le 12e film de Hong Sang-soo, 12e long métrage, hein, de Hong Sang-soo parce qu'il a fait 2 courts métrages et le film date de 2011 et c'était Mathieu Macheret qui était là pour nous en parler, son film préféré en tout cas Mmh. et le film est disponible, hein, en DVD, Blu-ray ou que ça soit sur des plateformes, VOD. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Mathieu, Merci de Samir. nous avoir expliqué un peu pourquoi ce film, il faut absolument le revoir ou le voir. Voilà. Dans les 2 cas, ça fonctionne. Merci à toi. Exactement. Merci. C'était un Merci beaucoup. plaisir, merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle